Au cours de l'hiver 1918-1919, une pandémie d'origine virale, la plus meurtrière de l'histoire de l'humanité, a décimé au moins 25 millions de personnes à travers le monde. Dans la boucherie de la Première Guerre mondiale finissante, l'ampleur de l'hécatombe a été éclipsée. Mais de l'Alaska aux îles Samoa, en passant par les champs de bataille européens, les populations du monde entier ont été frappées par le virus. L'origine géographique de la pandémie reste discutée. Il semble avoir commencé, dans le Kansas, au beau milieu des États-Unis. Une première variante du virus, à faible mortalité, sévit dans les camps militaires américains au printemps de l'année 1918. Les transferts de soldats vers la France diffusent l'épidémie en Europe. La maladie prend alors le nom de grippe espagnole parce que dans l'Espagne neutre, les nouvelles circulaient librement et que l'ampleur de la pandémie était abondamment commentée par la presse. Mais en octobre, dans le port de Boston, les cas mortels se multiplient soudainement. Le virus semble avoir muté. Il est devenu extrêmement meurtrier et, particularité, tue surtout parmi les hommes dans la force de l'âge. En quelques semaines, l'ensemble des États-Unis est terrassé et un malade sur 2 décède. Les mouvements de troupes répandent presque simultanément la nouvelle variante dans toute l'Europe. Dans les tranchées, les hommes sont touchés de plein fouet, mais les pays en guerre taisent l'information et ne prennent pas la mesure du drame. Depuis l'Europe, le virus s'expose ensuite vers toutes les colonies, contaminant le reste du monde. En 2 vagues successives, à quelques mois d'intervalle, novembre 1918 et février 1919, la grippe espagnole aura fait 10 à 15 fois plus de victimes que la Première Guerre mondiale. Nora est sortie du coma. Il y a 1 mois et demi, quelques symptômes apparaissent, mais rien d'inquiétant. Pour moi, c'était une bronchite comme je peux en avoir d'habitude. C'était pas une grippe classique pour moi. Nora souffre d'une autre pathologie. Son état se dégrade brutalement. Des urgences, on la transfère à l'hôpital Bichat à Paris. Là, j'allais tellement mal et ils m'ont mis en coma profond avec un cœur artificiel pour que je puisse respirer. Et ça pendant 1 mois. Je suis paralysée et je dois récupérer donc ma mobilité et réapprendre à respirer. Je suis quand même passée à un doigt de la mort. C'est ce qu'ils m'ont dit. À un jour près, ils me déclaraient mort clinique. Nora s'est réveillée il y a 15 jours. Aucun souvenir de ce mois sous assistance respiratoire. Ma famille est tous les jours et je m'en souviens même pas. C'est ça le pire. Ils m'ont parlé, ils ont essayé de me rassurer. Ils m'ont lu des courriers de mes amis. Et tout ça, rien. Aucun souvenir. C'est vraiment 1 mois de vie perdue. L'Emulus bacteriaphyllum, dit la maladie de Perclos, est une de ces maladies encore méconnues. Nous allons, à travers cette réalisation, tenter d'élucider le mystère de cette maladie qui se transmet directement du végétal à l'humain et qui tue de nombreuses personnes dans le silence.
Bonjour, est-ce que vous connaissez la maladie de Perclot? Non. Jamais entendu parler? Nulle part? Non, pas du tout. Non. C'est quoi? Et quelle ça veut dire cette maladie? Vous faites une petite théorie sur la maladie de Perclot? Je connais pas. Je sais pas c'est quoi. Non. J'ai jamais entendu parler de ça, c'est la première fois dans ma vie. Personne ne connaît la maladie de Perclot et quand on connaît pas, on va voir Madame Meron. Madame Meron, bonjour, donc merci de nous accueillir et donc de pouvoir répondre à cette petite interview pour nous éclaircir sur les mystères de cette maladie. Écoutez, merci de m'inviter à cette interview. Alors si je peux vous aider, ça sera avec grand plaisir, Oui. évidemment. Donc si on reprend le début de notre maladie, tout commence par une bactérie. Donc si j'ai bien compris, la bactérie pénètre dans une plante. Pour pénétrer dans une plante, il faut une porte d'entrée et c'est généralement le cas des blessures. Lorsqu'un agent pathogène pénètre dans une plante, la plante se défend, elle a des moyens chimiques pour se faire. Et normalement, si tout se passe bien, l'agent pathogène est très vite arrêté dans sa progression. Malheureusement, chez les plantes fragiles, sensibles, ces moyens de défense peuvent ne pas être assez efficaces, auquel cas la bactérie arrive malgré tout à se multiplier, à se propager, voilà, d'un organe à un autre, et éventuellement atteindre les feuilles de votre plante. D'accord, donc si j'ai bien compris, on passe d'une feuille malade sur l'arbre qui va tomber au sol et qui, par sa décomposition, du coup, va créer une sorte de champignon qui va donc, du coup, donner la maladie à l'humain, quoi. Alors, c'est un petit peu plus complexe que ça, mais disons que les feuilles mortes qui tombent au sol, et donc qui ont les bactéries dans leurs organes, dans leurs tissus, pardon, ces feuilles mortes étant la source de nourriture du champignon, le champignon va absorber ces matières organiques en voie de décomposition et au passage, du coup, intégrer dans son propre organisme cette bactérie. Donc le champignon ensuite est un être vivant qui se multiplie par spore, donc on pourrait très bien envisager que les bactéries arrivent jusqu'aux spores. Les spores sont libérés par le champignon et se propagent au gré des vents en flottant dans l'air. Et c'est là où l'être humain, nous, on peut éventuellement être contaminé par cette bactérie via les spores du champignon. D'accord, on peut très bien inhaler les spores d'un champignon au même titre qu'on peut inhaler des grains de pollen émis par une plante. D'accord, donc c'est vraiment très très discret, quoi. On s'en rend vraiment pas compte. Ah non, c'est très discret. Et puis ensuite, que va devenir cette bactérie dans les cellules humaines, c'est ce qu'on ne sait pas. On peut envisager qu'une bactérie puisse intégrer son ADN dans l'ADN de cellules humaines. Et là, génétiquement, c'est important puisque ça pourrait entraîner une dégénérescence des cellules, comme un cancer. Ah oui, donc c'est pas rien du tout, quoi. Voilà, donc c'est quand même assez maladie conséquent. qui peut être grave. Voilà. D'accord, ok. D'accord. Écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à cette interview. Plaisir. On va pouvoir approfondir ça. On a réussi à contacter un médecin qui va peut-être pouvoir élucider davantage ce mystère. Eh bien, écoutez, bonne chance à vous. Voilà, merci. Merci. Donc une maladie qui se transmet des plantes à l'homme. Donc comme dit Héloïse... Ah oui, donc c'est pas rien du tout, quoi. Donc direction le Muséum d'Histoire Naturelle pour rencontrer le docteur Jablon. Héloïse, à toi. La maladie de Perclot n'est pas déclarée comme épidémie officielle par le gouvernement et le corps médical. L'état d'urgence n'est pas déclaré. Les gens ne sont pas tenus au courant, nous ne sommes pas au courant. Dire que l'on nous cache certaines vérités n'est pas exagéré. Dans le but de ne pas provoquer la panique, le gouvernement est prêt à se taire. Cette épidémie, comme beaucoup d'épidémies, ne sera pas déclarée tant qu'il n'y aura pas un certain nombre de victimes. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore à ce point de non-retour. Maintenant, nous avons rendez-vous au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, où un docteur nous reçoit, rencontre permise par Madame Breuil. Bonjour. Merci de nous accueillir dans vos locaux. Donc, Madame Jablon, vous êtes docteur spécialiste en bactéries. Pouvez-vous nous parler des bactéries, puis notamment de l'Emulus bactéaphyllum ? Oui, mais je ne vais pas vous parler des travaux en cours. Par contre, je peux vous parler de l'ensemble des rapports qui sont rendus publics. La HBP encombre les vaisseaux sanguins ainsi que la muqueuse gastrique. Cette HBP a pour le moment été isolée dans les selles, dans la salive et sur les plaques dentaires.
de l'ordre de millième de millimètre. Il faut savoir que les bactéries sont les plus petits organismes vivants. Elles sont présentes partout, autour de nous, sur nous, en nous. Au niveau donc de la transmission, comment vous pouvez décrire le fonctionnement? Les premières pistes qui nous guident vont plutôt vers une transmission possible par contact avec de vieux arbres contaminés, caduques, type chêne pubescent, qui par la décomposition de leurs feuilles forment une litière riche en bactéries. Et cette décomposition est à l'origine de formation de champignons. Ceux-ci vont projeter des spores et bien sûr l'homme va les inhaler. Pour terminer, pouvez-vous nous expliquer pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus de cette maladie? C'est un peu compliqué parce que si à chaque fois que l'on découvre une nouvelle bactérie, une nouvelle maladie plus exactement, on devait lancer une alerte, on le ferait extrêmement souvent, donc on ne peut vraiment pas. D'accord, bon bah écoutez, merci, on va s'arrêter là. Mais je vous en prie. Merci pour votre participation. Et merci. Puis, bon, bah, en tout cas, Donc, comme dit le médecin, si à chaque fois qu'on découvrait une nouvelle maladie, il fallait lancer une alerte, on en lancerait extrêmement souvent. Donc, on va aller voir à l'hôpital de la Salpêtrière, à 2 pas d'ici, les lanceurs d'alerte en question, leur demander à quel moment il faut lancer l'alerte. voici à l'hôpital de la Salpêtrière de Paris. Nous allons actuellement nous diriger vers la division lacet afin d'obtenir de plus amples informations auprès du personnel médical. Bon, on a vu les standardistes, mais on n'a pas vu les médecins. Ils nous ont dit, ne vous inquiétez pas, si un jour on doit lancer une alerte, vous serez les premiers au courant. Et qu'est-ce qu'il en dirait, Federico? Bonjour et merci de l'intérêt que vous portez à notre association et plus particulièrement à notre cause. Il est rare de voir des étudiants hors des filières de médecine travailler sur le sujet. Je me présente, je suis Federico Cuberta, coprésident de l'association La Mort Caduque. Nous sommes un peu plus de 260 membres en Espagne et presque 300 à travers le monde. Notre association a pour objectif de communiquer et de récolter des fonds pour les malades et leurs familles. Nous nous réunissons toutes les 5 semaines à la Maison des associations de Tarragone pour rencontrer la population et faire le point sur l'avancement de la situation. Nous avons de plus en plus de Français présents à nos réunions. Surtout depuis que les premiers cas sont arrivés dans votre pays. J'ai créé cette association en mai 2013 avec Marcos, qui lui-même a attrapé la maladie de Perclos et qui s'en est sorti par la bonté du ciel, au même moment où mon fils n'a pas eu cette chance. Al mismo tiempo, mi hijo no ha tenido esa suerte. Au début, nous étions juste des familles et des proches de malades à participer à nos réunions. Y cercanos de los enfermos que participaron a nuestras reuniones. Puis peu à peu, avec le temps et nos conférences, nos passages télé, radio, de plus en plus de gens se sont sensibilisés au sujet. Más y más gente se interesó. Pero no es fácil. Mais cela n'est pas facile. Contrairement aux engagements du Premier ministre Mariano Rajoy d'aider les associations et de valoriser leur action en Espagne, il fait tout pour nous nuire.
Il nous discrédite publiquement et interdit nos rassemblements sur l'espace public. À nos débuts, nous avons été mis sur écoute par la préfecture de police. Nous avons même reçu des lettres de menaces. Le gouvernement refuse de regarder la vérité en face, il se voile la face. La maladie de Perclot est un réel danger pour la population, tout comme la grippe espagnole il y a un siècle. Les médias aussi n'assurent pas leur rôle. Tout est fait pour cacher à la population la vérité. Les médias espagnols n'assurent pas leur devoir, mais nous, nos médias français, ça se passe pas comme ça. Nous voici à la Maison de la Radio. Nous allons essayer de rencontrer le service de programmation pour comprendre pourquoi ils ne diffusent pas davantage d'informations sur cette maladie. Non, mais c'est que Radio France, c'est pas représentatif de tous nos médias français. Et en plus, on n'avait pas pris rendez-vous. Donc là, cette fois-ci, on a pris rendez-vous à France Télévisions et c'est Héloïse qui y va. Nous nous rendons aux locaux de France Télévisions afin de savoir pourquoi la maladie de Perclot, cette nouvelle maladie en marche, est-elle si peu médiatisée. Nous avons rendez-vous avec la responsable de programmation du journal télévisé de 20h en nous faisant passer pour des élèves de post-production de première année afin d'en savoir plus. Bonjour, merci de nous recevoir dans vos locaux pour cette interview. Je suis ravie de vous rencontrer, c'est toujours agréable de voir des étudiants motivés et curieux. Oui. Allez-y, je vous écoute. Alors, donc, tout d'abord, dans l'élaboration d'un journal télévisé, comment ça se passe au niveau des critères de sélection des sujets ? Je suppose qu'il y en a qui sont plus intéressants que d'autres, d'autres peut-être plus importants aussi. Oui, bien sûr, c'est la première conférence de rédaction qui permet de faire le choix, les orientations, les angles qu'on va déterminer pour traiter l'information. Selon l'importance des informations, on va décider qu'elles passent en ouverture, qu'on les garde pour le lendemain. Bon, il y a un premier choix qui s'opère là. Évidemment, le regard du spectateur est aussi important. Il est averti aujourd'hui sur le traitement de l'information, donc on doit faire les bons choix. D'accord, et comment ça se passe justement au niveau des informations qu'on passe un petit peu sous silence Qu'est-ce que vous voulez dire ? Des informations qui sont plutôt confidentielles, qu'on ne peut pas annoncer comme ça à la population. En règle générale, sur ce type d'information, on est très prudent. Le premier rôle du journaliste, c'est de vérifier ses sources. En fonction des sujets, on fait attention à ce que l'on va dire, bien sûr. Par exemple, lorsque l'on découvre une maladie ou une épidémie, comment ça se passe au niveau du délai par rapport au moment où on découvre la maladie, au moment où l'annoncer À partir du moment où le risque est clairement identifié, la mission du ministère de la Santé, c'est de clairement informer le citoyen sur les risques. Donc là, on a un rôle pour diffuser l'information, prévenir, on a un rôle important à jouer. D'accord, et pourtant, pour la maladie de Perclot... Vous êtes bien informé. Dans ce cas-là, précisément, l'important c'est de ne pas créer de polémiques inutiles. On se conforme aux instructions qui nous sont données, on les respecte. Et là, je ne peux pas vous en dire plus. D'accord. Et du coup, comment vous pouvez expliquer que BFM en parle déjà de cette maladie ? BFM est une chaîne privée, ils n'ont pas forcément les mêmes règles, ils ne respectent pas la déontologie de la même manière que nous. Sur ce style d'information, il faut vraiment être prudent, avoir du recul, et voilà, ils ont peut-être été un peu rapides. D'accord, donc on pourrait dire qu'ils ont ils auraient un petit peu créé la panique sans trop réfléchir, quoi. Je ne sais pas s'il faut aller jusque-là, mais ça n'est pas prudent en tout cas, cette manière de diffuser une information sans être absolument sûr. Quand on voit tous les problèmes qu'ont engendré la grippe aviaire et la grippe porcine, quelles seraient les conséquences si la maladie de Perclot proliférait en Europe ? Donc c'est la question qu'on aurait aimé soulever au terme de ce reportage. Attendez. Une maladie qui se transmet des plantes à l'homme. Qui dit crédulité dit manipulation.
Qui dit manipulation, dit calamité. C'est la pire plaie de l'humanité. Elle fait plus de morts que toutes les pestes entassées. Fred Varga.